Chères auditrices, chers auditeurs de Radio des Sans-Voix, bonjour. Notre émission hebdomadaire Collectif pour la Vérité vous donne rendez-vous cette semaine pour vous parler de la formation organisée par le Collectif des familles de disparus en Algérie, CFDA, le 22 et le 23 septembre 2016. Le but était de former une équipe de jeunes sur le recueil d'entretiens post et ante-mortem sur le déroulement des enquêtes à mener sur la disparition d'une personne afin de connaître tous les éléments qui nous mèneront à l'endroit où il a été enseveli, si cette dernière est décédée bien sûr. Cette formation était la 3e du cycle. Après une introduction à l'anthropologie médico-légale, la formatrice a expliqué le déroulement d'une enquête préliminaire et le processus à suivre pour recueillir des informations, plus spécifiquement dans une hypothèse de disparition forcée où les détails physiques sont très importants en plus des circonstances de la disparition. Afin de démontrer aux participants qu'il est très difficile de se remémorer avec exactitude les caractéristiques physiques d'une personne, encore plus quand la personne est disparue depuis plus de 10 ans. La formatrice a demandé aux participants de travailler en groupe et de mener des enquêtes auprès des familles de disparus présentes dans la formation. Ensuite, les participants ont travaillé sur le formulaire qui leur servira d'outil pour mener l'enquête. Les participants ont pris connaissance des progrès de la médecine en termes d'anthropologie médico-légale et ont participé à adapter le formulaire dont ils se serviront pour faire l'entretien au contexte algérien. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Moi, je suis Anaï Ginarte, je suis membre de l'équipe argentine d'anthropologie légiste. Je m'excuse, mon français c'est pas tellement bon. Je vais parler en espagnol et on a heureusement un traducteur qui va traduire toute la présentation en PowerPoint. Et une idée de ce qu'on fait, c'est que notre travail, l'anthropologie légiste, je pense que plusieurs de vous savez être ici dans d'autres présentations, mais je voudrais faire une introduction à l'anthropologie légiste d'abord, et puis on va se mettre dedans l'information de l'enquête préliminaire. Et ce matin, on va faire la présentation, et puis à l'après-midi, on va travailler ensemble sur les questionnaires des enquêtes préliminaires. C'est Bouhadda Roqaya, responsable du bureau SOS de Constantine. Voilà. Sabah al-Khair alaikum, c'est M. Benzebar Khaled, infirmier spécialisé en soins généraux principaux. Sabah al-Khair alaikum. Ismaël Gherzoul, parent de disparu. Salam alaikum, Mustafa Ismaël, je suis juriste, j'ai un membre disparu. Bonjour, Khadar Razeka, coordinatrice administrative et technique à l'association Jazairuna des familles victimes du terrorisme de la wilaya de Blida. Radia Boudissa, responsable administratif du CROSC. Kerada Rezki, Radio des Sans-Voix. Nadia Benjaël, SOS disparu, je suis aussi sœur d'un disparu. Hajar Bouaïcha, SOS disparu, bureau Ouro. Aziz, mère de journaliste disparu. Bonjour tout le monde, Mahba Bekoum, moi je suis Nassera Dutour, porte-parole du collectif des familles de disparus en Algérie. Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Della Laïdoun et je suis juriste au bureau d'Alger SOS disparu. On va commencer. Toda ciencia tiene su desarrollo en distintos contextos sociopolíticos a través de la L'anthropologie médico-légale ou légiste apparaît dans différents contextes et va connaître également des développements sociopolitiques, ce qui se retrouve un petit peu dans tous les temps dans l'histoire de l'humanité. Donc en ce qui concerne toujours l'anthropologie forensique, elle va permettre d'œuvrer dans différents sens, entre autres justement identifier ces disparus. Miles de personas fueron asesinadas o torturadas en distintos contextos de violencia política, étnica, religiosa. Donc l'anthropologie légiste va nous permettre de réfléchir un petit peu sur le cas de ces milliers de personnes qui ont été ou bien torturées ou bien assassinées, entre autres qui ont disparu bien sûr. Et ce sont des disparitions qui ont opéré ou qui se sont faites dans différents contextes, à différentes connotations. Par exemple, des connotations religieuses, politiques, ethniques, etc. Donc l'anthropologie forensique va essayer d'apporter, dans la mesure du possible, des solutions.
Et la responsabilité relève des différents États sous lesquels justement se sont commis ou ont été commis ces différents crimes, mais aussi des crimes qui relèvent de la responsabilité de plusieurs groupes rebelles dans certains cas. Las ciencias médico-legales. Donc, ce qu'on appelle de façon globale les sciences médico-légistes correspondent à tout type de spécialité scientifique qui peut apporter, dans certains cas, une réponse à une enquête judiciaire. Donc, en ce qui concerne les droits de l'homme, ces sciences médico-légistes peuvent agir et intervenir de différentes manières. Donc, par exemple, elles peuvent intervenir pour voir quels sont les impacts, les étudier aussi, bien sûr, les impacts psychologiques de toutes les tortures qui ont été subies. Et aussi pour établir des autopsies en ce qui concerne les cadavres et essayer de connaître plus ou moins, évidemment, la cause du décès. Elles interviennent aussi pour faire des excavations, donc des exhumations aussi de corps pour déterminer un petit peu l'importance de ce phénomène. Et en dernier lieu, elles interviennent donc dans l'identification de ces corps qui ont été exhumés. Oui, là, vous avez une liste un peu de tous les pays où a travaillé justement l'EAF, donc cette association, ce groupe plutôt d'anthropologie. Là, vous avez un petit peu une représentation. Donc là, ce sont des pays qui ont connu également des disparitions et où il a été nécessaire d'intervenir pour apporter une aide dans le cadre des enquêtes forensiques. On commence à faire des recherches forensiques ou légistes. Il faut tenir compte, bien sûr, des conséquences aussi bien sur le plan judiciaire que aussi, c'est important, sur un plan psychologique qui concerne directement la famille, mais aussi la communauté en général concernée. Alors, lorsqu'on fait ce genre ou lorsqu'on mène ce genre de recherche forensique, elles doivent être bien réfléchies, bien planifiées, car il faut toujours tenir compte du contexte dans lequel elles vont être opérées, le contexte aussi bien culturel qu'ethnique et religieux. Il faut aussi tenir compte de toutes les normes judiciaires qui régissent le pays où l'enquête va être menée et avoir plus ou moins une idée correcte des conséquences que ceci peut avoir sur cette société. Alors parfois, ça paraît ridicule de le dire, mais il faut le dire, parfois ces recherches sont menées par les Nations Unies. Donc dans ces cas-là, on se rend sur le lieu en question pour mener l'enquête et on va avec toute la protection assurée, mais aussi la pression qui nous est imposée de par cette institution. Mais il y a quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'est-ce qu'il arrivera après à ces personnes qui vivent sur le lieu où l'enquête vient d'être menée sous l'égide des Nations Unies. C'est pourquoi donc nous nous sommes opposés justement à ce type d'enquête et nous avons refusé de mener une enquête en l'occurrence au Congo sous l'égide des Nations Unies car cela mettait réellement en danger les témoins et tous ceux qui avaient ou qui pouvaient participer à cette enquête. Donc c'est pourquoi encore une fois le contexte est fondamental pour réaliser ce type de recherche. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que l'objectif principal et essentiel de ces recherches, c'est d'essayer d'apporter une réponse, bien sûr, à la famille. Et également leur expliquer de façon très claire toutes les différentes étapes de ce travail de recherche pour ne pas non plus donner lieu à de faux espoirs. Par exemple, en Argentine, lorsqu'on mène ces enquêtes forensiques, il est très difficile, selon notre expérience, de retrouver les corps. Donc on doit aussi en parallèle expliquer déjà à la famille que nous ne faisons que ce que nous pouvons. Alors quelle différence existe-t-il entre un médecin légiste et un anthropologue légiste ? Alors la différence, d'abord la première différence, c'est que le médecin légiste travaille sur des cadavres récents et sur des corps qui viennent d'être récemment donc torturés ou tués, etc. Et l'anthropologue forensique va travailler sur des corps des cadavres plutôt, qui sont plus anciens, qui sont en état de décomposition, voire de putréfaction, et travaille également sur des os. Donc c'est pourquoi, en question de droits de l'homme,
avoir affaire à un anthropologue forensique est beaucoup plus adéquat, comme vous le voyez, puisque souvent c'est des enquêtes qui vont se faire beaucoup d'années après la torture ou le décès de la personne. Donc là, il est clair que l'anthropologue forensique va travailler dans des cas où on a par exemple des restes de corps en superficie, après une torture ou autre chose, ceux qui ont été enterrés a posteriori, c'est le cas de beaucoup de disparus peut-être. Dans des cas de catastrophe, il intervient, l'anthropologue forensique, également par exemple lorsqu'il y a des incendies avec décès, décomposition, etc. Lors d'attaques terroristes et également aussi en général donc avec des corps qui ne sont pas morts récemment, enfin des corps, des cadavres. Donc entre les années 1980 et 90, voire même jusqu'à l'an 2000, les sciences forensiques vont être utilisées à l'échelle internationale pour mener précisément ce genre d'enquête. Donc cette équipe argentine, qui est une équipe interdisciplinaire d'anthropologie forensique, va intervenir sur plusieurs terrains. Par exemple, elle est intervenue dans le cas de la Bosnie, du Kosovo, de la Yougoslavie, etc. C'est alors qu'on a pu établir différents types ou standards d'enquête internationale pour faire ce genre de travail. Donc, ceci a permis de créer des groupes qui vont opérer ou travailler de façon différente. Donc, ils vont essayer de travailler surtout dans des cas similaires comme ici, de violation aux droits de l'homme. Et ceci a permis aussi, parmi tous ces groupes qui opèrent, de créer des standards ou des modes de travail pour unifier un petit peu la méthode. Donc il va y avoir plusieurs groupes qui vont travailler. Et dernièrement en Amérique latine, s'est créée une association justement d'anthropologues forensiques. Et dans cette association, il y a beaucoup de groupes justement d'anthropologues forensiques qui travaillent surtout sur le cas des disparus. Donc la façon de travailler ou la méthodologie, on va dire, de ces groupes d'anthropologues forensiques, je vais essayer de vous l'expliquer donc maintenant. Et elle a été adoptée et acceptée à niveau international. Donc là, vous allez voir un petit peu comment on planifie ce genre de travail au niveau des anthropologues forensiques. Donc, quel est l'objectif de ce travail qui est opéré par les anthropologues forensiques? Quel est le procédé, les processus qui sont adoptés? Alors d'abord, le premier but à atteindre n'est pas forcément l'identification, parce qu'on peut identifier comme on peut ne pas arriver à identifier, mais il y a nécessité en tout cas de démontrer qu'il y a eu torture, qu'il y a eu souffrance. Donc ensuite, il faut tenir compte du temps nécessaire pour faire les exhumations, pour rencontrer les familles, pour faire des questionnaires et essayer de comprendre réellement, ou dans la mesure du possible, ce qui a pu se passer. Donc il faut essayer d'établir et maintenir cette relation avec la famille, avec aussi les organisations non gouvernementales, les ONG du pays en question, aussi bien avant, pendant qu'après l'enquête. Étudier aussi de façon très sérieuse le contexte sociopolitique et voir l'appui qui est offert ou qui est refusé éventuellement pour mener ce genre d'enquête. Étudier aussi le protocole qu'il faut suivre pour mener ce genre d'enquête, s'il est accepté, s'il est en accord avec les protocoles qui sont suivis dans le pays en question, et essayer d'œuvrer dans ce sens. Ensuite, s'inquiéter des ressources humaines et du personnel qui existe en termes de spécialité ou autre dans le pays en question, et s'il y a des manques, les ramener d'ailleurs. Donc il faut aussi étudier en détail toute l'infrastructure qui est offerte, qui existe, même si elle est complète ou en manque, voir où réaliser tout ça, les entrevues à faire avec les familles en tel lieu, où doivent-elles avoir lieu et comment, les exhumations aussi, comment les faire, et aussi s'il existe certainement, mais voir exactement quels sont les lieux pour les analyses à faire a posteriori une fois les enquêtes sont menées, une fois que les enquêtes sont menées. Et enfin, établir une planification, un plan de travail, une feuille de route, tous ensemble, les professionnels, pour pouvoir mener à terme donc cette enquête. Établir aussi de façon très claire les règles pour pouvoir communiquer avec la presse quand on a affaire à la presse.
Le financement, bien sûr, aussi du travail, qui est une question épineuse et qui généralement prend beaucoup plus de temps pour être réglée. Et ensuite, étudier aussi conjointement les perspectives, c'est-à-dire voir quels sont les buts à atteindre à moyen, à long terme et les objectifs aussi assignés qui doivent être réalisés dans cette enquête. Donc il nous arrive souvent de commencer tous ensemble un travail en commun et puis ensuite entrevoir différents types de voyages, de déplacements plutôt successifs pour commencer à former des équipes qui vont un petit peu prendre la relève et continuer le travail. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons commencé à travailler concrètement en 1984 et nous continuons jusqu'à aujourd'hui encore à enquêter sur nos disparus. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être organisé dans le temps et avoir une espèce d'échéancier. Par exemple, faire une première recherche au niveau des exhumations, au niveau de l'identification, et ensuite entrevoir d'autres recherches a posteriori pour essayer de mieux comprendre tout ce qui concerne justement les disparus en général. Donc notre méthode de travail consiste en 3 étapes qui se sont peu à peu donc installées, qui sont devenues notre méthode de travail. Donc la première étape est une étape préliminaire. Donc une première étape qui consiste à recueillir toute l'information nécessaire. Une deuxième étape, c'est l'étape de la récupération, avec une méthode et technique empruntée à l'archéologie qui nous permet d'aboutir à une identification. Et enfin, dans une troisième étape, on passe à l'analyse au niveau du laboratoire. Généralement, les scientifiques forensiques, les anthropologues forensiques dans leur cas, travaillent surtout au niveau de la deuxième et troisième étape, donc la récupération et l'analyse. Donc dans notre cas, on a dû intervenir même au niveau de la première étape, donc l'étape de la récupération, qui logiquement correspondrait plus à un travail de policier, voire d'avocat, de détective, mais on a dû suppléer et faire aussi ou assumer cette première étape. Donc c'est ce qu'on va essayer de travailler tous ensemble lors de cet atelier et vous sensibiliser un petit peu à ce qui correspond à chacune des institutions, la responsabilité qui incombe à chacune des institutions. Donc dans l'étape préliminaire, on va essayer de récupérer 2 types d'informations, donc tout ce qui concerne le côté historique et tout ce qui est physique, biologique dans l'enquête. Et tout ceci, on l'obtiendra de 2 sources aussi différentes, ou 2 manières différentes, donc par l'écrit ou par l'oral. Donc pour les sources écrites, en ce qui concerne donc la récupération, on va essayer de voir si on trouve des renseignements au niveau des archives, au niveau des inscriptions, par exemple les inscriptions des différents événements, les livres au niveau d'inscription, bien sûr, livres d'inscription au niveau du cimetière, au niveau de la morgue, etc. Bon, là c'est un peu plus sensible et beaucoup plus difficile, mais il nous est arrivé aussi d'avoir des renseignements qui venaient des mêmes militaires qui avaient justement torturé, voire tué ces personnes-là. Donc comme souvent c'était des répressions systématiques, donc eux-mêmes, ces militaires en question, ces auteurs de répression, souvent ont consigné quelque part des photos, voire même des descriptions des tortures qu'ont subies les personnes en question. Donc quelque part la bureaucratie va nous aider, nous a aidés dans notre pays, parce que parfois, c'est pas toujours le cas, elle nous donne accès à ces sources d'informations. Donc tout ce type d'informations qu'on obtient lors de cette première étape doit être récupéré, doit être consigné, analysé dans une espèce de banque de données, répertorié et après plus tard peut-être comparé avec d'autres sources d'informations. Donc en ce qui concerne maintenant les sources orales, généralement ce sont des entrevues qu'on a pu obtenir ou qui ont pu avoir lieu avec des personnes qui étaient directes ou indirectement donc associées au fait qui a eu lieu. Donc généralement ce sont les personnes même les plus proches, la famille, ça peut être des amis, ça peut être des témoins oculaires, ça peut être des voisins, enfin toute personne qui peut apporter quelque chose pour mener cette enquête.
Ça peut être aussi des activistes, ça peut être des compagnons dans les activités qui étaient menées, soit sur un plan politique, sur un plan religieux ou autre. Ceux qui ont survécu, qui étaient avec ces personnes-là, par exemple dans des camps de détention, et aussi des personnes éventuellement qui ont été témoins pendant l'enterrement en question. Donc ça peut être le cas par exemple de personnes qui ont été témoins, bien malgré eux, direct ou indirectement, c'est-à-dire soit ils ont été témoins directs de l'enterrement, soit de loin sans être vus par les militaires, mais qui peuvent témoigner de cet enterrement. Ou d'autres qui ont été mis dans l'obligation eux-mêmes d'exhumer ou d'enterrer dans certains cas. Et rechercher aussi parfois, pourquoi pas, avoir des contacts et avoir aussi des témoignages de la part des médecins qui s'en sont occupés, ou voir certains professionnels, par exemple des dentistes ou autres, qui ont eu affaire à ces personnes-là. Et dans certains pays, on le voit aussi, des personnes, donc, les fameux repentis, des personnes donc, qui ont regretté les faits qu'elles ont commis et qui viennent d'eux-mêmes raconter malheureusement ce qui s'est passé. Ce n'est pas le cas du tout de l'Argentine. Donc l'objectif de l'enquête préliminaire, c'est de répondre à ces questions principalement. Donc, qui sont les victimes, qui sont les responsables, qu'est-ce qui s'est passé réellement, quand est-ce que cela s'est passé, où cela s'est-il passé, comment cela s'est passé et pourquoi. Pour essayer donc d'établir ou de trouver des hypothèses, pour essayer plus ou moins d'avoir une estimation des différents lieux d'enterrement, essayer aussi d'avoir une idée claire sur l'identité des victimes, l'identité aussi de ceux qui sont responsables, bien sûr, et essayer de reconstruire peu à peu l'événement en soi. Donc ces questions nous amènent à procéder de façon différente selon les différents contextes et selon différents pays. Par exemple, essayer déjà de retrouver le lieu d'enterrement de ces victimes. Alors parfois on arrive à avoir le nom de toutes les victimes, mais on ne sait pas où sont-elles enterrées. Il y a un autre cas, le cas du Salvador, où on arrive à connaître l'identité des victimes, les lieux de l'enterrement, mais on ne sait pas qui a fait cela. Donc là, par exemple, pour revenir au cas du Salvador, on connaissait le nom des victimes, le lieu d'enterrement, on ne savait pas de qui il s'agissait, et lors de l'enquête, on a deux options. Certains disaient que c'était donc le front des guerrilleros et d'autres préconisaient que c'était l'État lui-même qui les avait assassinés. Et donc, une fois qu'on a fait cette récompilation de toutes ces informations, essayer de reconstruire l'événement en soi. Donc, les objectifs assignés pour l'équipe, une fois qu'on réalise ce travail, sont... Donc, la première priorité pour nous, c'est d'abord, bien sûr, d'identifier les victimes, pouvoir restituer le corps, s'il y a lieu, aux familles, pour qu'elles puissent, selon les rites culturels, religieux, etc., faire le deuil de cette personne. Donc la deuxième priorité qu'on doit atteindre, c'est d'apporter donc toutes les preuves concrètes, matérielles, physiques, à la justice, pour qu'elle puisse elle-même, lors de procès judiciaires, pénaliser dans la mesure du possible là où les victimes. Et enfin, le troisième but aussi qui est fondamental, c'est la reconstruction historique de tout ce qui s'est passé pour que demain, donc, par exemple dans les livres d'histoire, on ne puisse pas raconter des choses qui sont fausses, dire qu'on n'a rien fait, ou malheureusement, comme dans le cas de l'Argentine, dire qu'ils sont en train de se prostituer en Europe, ce qui n'est pas du tout le cas.